La porte en chêne massif s'ouvrit sur le visage figé de Colette, dont le sourire mondain s'effaça instantanément. Le regard de la vieille femme glissa de la silhouette élégante d'Elsa vers les deux petits garçons qui lui tenaient la main. Deux répliques parfaites du fils qu'elle avait forcé à divorcer. Il avait suffi de 5 longues années et de ces deux petits visages innocents pour transformer le triomphe passé de la belle-mère en une terreur absolue. Elsa resta immobile sur le grand paillasson gris. Elle savourait ce silence pesant, cette seconde suspendue où le monde de son ancienne tortionnaire venait de s'effondrer. Elle portait un tailleur sobre mais impeccablement coupé, bien loin des robes défraîchies qu'elle revêtait lorsqu'elle vivait ici. Les jumeaux se serrèrent contre ses jambes, leurs grands yeux verts, identiques à ceux de la famille Mercier, fixaient la vieille dame avec curiosité. L'un d'eux laissa échapper un petit soupir impatient qui résonna cruellement dans le silence du porche. « Bonjour, Colette !» La voix d'Elsa était douce, presque musicale, dépourvue de la moindre agressivité. C'était le ton d'une femme qui n'avait plus rien à prouver et plus rien à perdre. Colette recula d'un demi-pas, la main tremblante posée sur le col de son chemisier en soie. Ses joues, d'ordinaire si soigneusement fardées, prirent une teinte cendrée. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son ne franchit ses lèvres pincées. Cette incapacité à articuler la moindre insulte était une victoire silencieuse pour Elsa. Elle se souvenait trop bien des cris, des remarques cinglantes sur son origine modeste et des accusations de stérilité. Tout cela semblait soudain si loin, lavé par la présence des deux enfants qui se tenaient à ses côtés. Des bruits de pas résonnèrent tout depuis le couloir en marbre, lourds et familiers. Julien apparut dans l'encadrement de la porte, tenant un torchon de cuisine à la main. Il essuyait distraitement une flûte à champagne, probablement en prévision des invités du dimanche. Maman, qui est à la porte. Les mots moururent dans sa gorge lorsqu'il leva les yeux. Le verre en cristal glissa de ses doigts et se fracassa sur le sol en marbre dans un bruit assourdissant. Des dizaines d'éclats scintillants s'éparpillèrent aux pieds de sa mère. Julien regarda Elsa, puis baissa lentement les yeux vers les deux petits garçons. L'air sembla quitter ses poumons d'un seul coup. Ses traits se décomposèrent en une fraction de seconde, trahissant un mélange fulgurant d'incompréhension et de reconnaissance viscérale. Les garçons avaient ce même épi rebelle sur le sommet du crâne, cette même fossette au menton qui marquait tous les hommes de la famille Mercier. Il n'y avait besoin d'aucun test, d'aucune preuve médicale. Le sang parlait de lui-même, hurlant la vérité dans le vestibule silencieux. Elsa ressentit une légère crispation dans sa poitrine, un fantôme de son ancienne douleur. Cet homme l'avait laissé partir 5 années plus tôt, convaincu par sa mère qu'elle était la cause de leurs échecs répétés à fonder une famille. Il n'avait même pas cherché à la retenir le jour où elle avait fait ses valises dans la précipitation. Elsa, son prénom s'échappa des lèvres de Julien comme une plainte étouffée. Il fit un pas en avant, ignorant les morceaux de verre qui crissaient sous ses chaussures de cuir. Son regard cherchait une explication dans les yeux calmes de son ex-femme. « Tu as fait tomber ton verre, Julien !» Elle avait prononcé cette phrase avec une indifférence glaciale. Elle ne l'avait pas appelé par un surnom affectueux, ne lui avait montré aucune amertume évidente. C'était le constat froid d'une étrangère face à un homme maladroit. Colette sembla soudain sortir de sa torpeur. Son instinct maternel et possessif reprit le dessus, ravivant la flamme mauvaise dans ses petits yeux sombres. Elle resserra son gilet sur ses épaules, cherchant vainement à reprendre de la hauteur. « Que viens-tu faire ici ?» Le ton sec et autoritaire de la vieille femme résonna comme un coup de fouet. C'était cette même voix qui ordonnait autrefois à Elsa de repasser les chemises de son mari selon une méthode précise, ou qui critiquait la cuisson de ses rôtis devant toute la famille. Mais aujourd'hui, cette voix n'avait plus aucun pouvoir sur elle. Nous passions dans la région. Léo et Lucas avaient besoin de se dégourdir les jambes après 2 heures de route. Elsa mentait avec une aisance déconcertante. Elle avait préparé cette rencontre pendant des mois, calculant chaque détail,
du choix de ses vêtements à l'heure précise de son arrivée. Elle savait que le dimanche après-midi, Julien et Colette prenaient systématiquement le café dans le petit salon. Ses enfants. Julien n'arrivait pas à détacher son regard des jumeaux, tremblant légèrement sur ses jambes. La vérité s'imposait à lui, brutale et cruelle, balayant toutes les certitudes sur lesquelles il avait rebâti sa vie misérable sous la coupe de sa mère. « Ils ont 4 ans », précisa Elsa en caressant les cheveux de Léo. Le calcul mental se fit instantanément dans l'esprit de Julien. Elle était partie il y a tout juste 5 ans, ce qui rendait l'équation mathématique d'une simplicité implacable. Le résultat le frappa de plein fouet, lui coupant le souffle. Il comprit soudain qu'elle était enceinte le jour où il lui avait demandé de signer les papiers du divorce, le jour où il l'avait regardée pleurer sur la table de la cuisine, pendant que Colette rangeait la vaisselle avec un sourire satisfait. Une douleur aiguë traversa le regard de Julien. Ses épaules s'affaissèrent, le poids massif de la culpabilité s'abattant sur lui avec la force d'une enclume. Il réalisa l'étendue infinie de ce qu'il avait perdu à cause de sa faiblesse de caractère. Colette, comprenant le danger immédiat qui menaçait son emprise sur son fils, s'interposa brutalement. Elle se plaça devant Julien, formant un bouclier dérisoire entre lui et la réalité. « C'est un mensonge » siffla-t-elle entre ses dents. « Tu viens ici pour nous extorquer de l'argent car tu as toujours été une manipulatrice. » Elsa esquissa un sourire triste. Elle ne se mit pas en colère, ne leva absolument pas la voix. Elle fouilla simplement dans son luxueux sac en cuir noir et en sortit une petite carte de visite cartonnée. « Garde tes insultes. Colette, je n'ai pas besoin d'un seul centime. Je dirige aujourd'hui 3 agences immobilières dans le sud du pays. » Elle tendit la carte vers la vieille femme, qui hésita longuement avant de la prendre du bout des doigts, comme si le papier risquait de la brûler. Le titre de directrice générale brillait en lettres dorées sous le soleil de l'après-midi. L'humiliation fut totale pour la matriarche vieillissante. Elle qui avait passé des années à rabaisser Elsa, à la traiter de bonne à rien, incapable de subvenir à ses propres besoins. Elle voyait aujourd'hui une femme puissante, riche et mère des seuls héritiers de la lignée Mercier. « Maman, tais-toi !» La voix de Julien était basse, mais elle vibrait d'une autorité nouvelle et insoupçonnée. C'était la toute première fois en 35 ans d'existence qu'il osait donner un ordre direct à sa mère. Colette se figea. Choquée par cette rébellion inattendue, Julien écarta doucement sa mère pour faire face à Elsa. Ses yeux étaient embués de larmes chaudes qu'il ravalait difficilement. Il s'agenouilla lentement sur le seuil de la porte, se mettant à la hauteur des 2 petits garçons. Les jumeaux reculèrent instinctivement, se cachant un peu plus derrière le lourd manteau de leur mère. Ce mouvement de recul innocent fut comme un coup de poignard dans le cœur de Julien. Ses propres fils, son propre sang, avaient peur de lui. « Elsa, je t'en prie, laisse-moi leur dire bonjour. » La supplique de cet homme, autrefois si fier et si distant, n'éveilla aucune pitié chez Elsa. Elle se remémora les longues nuits passées à pleurer seule dans leur grand lit froid, suppliant pour un peu d'attention, pendant qu'il préférait écouter les conseils empoisonnés de sa mère. « Ils ne te connaissent pas, monsieur, » dit calmement Léo. Le plus courageux des 2. « Maman a dit qu'on venait juste chercher des cartons. » Le mot « monsieur » résonna dans le couloir clair comme une sentence définitive. Julien ferma les yeux, accusant le coup en silence absolu. Une larme roula sur sa joue mal rasée pour aller s'écraser sur le marbre froid, tout près des débris de cristal. Elsa regarda cette scène avec une froideur qu'elle ne se connaissait pas. La vengeance n'avait pas le goût amer et sombre qu'elle imaginait souvent. Elle avait la saveur douce et tranquille d'une évidence longtemps retardée. « Nous allons monter au grenier », annonça Elsa en contournant la large flaque de verre brisé. « Ne nous suivez pas, nous n'en aurons pas pour longtemps. » Elle franchit le seuil de la maison sans demander la moindre permission, tenant fermement ses filles par la main. L'odeur familière de cire d'abeille et de lavande qui régnait dans l'entrée lui rappela instantanément ses années de servitude domestique. Mais aujourd'hui,
Elle ne nettoyait plus ses sols. Elle marchait dessus la tête haute. Julien resta figé sur les genoux, totalement incapable de prononcer la moindre parole. Il regardait les 3 silhouettes s'éloigner vers l'escalier, mesurant soudain l'immensité du vide insondable qui composait son existence. Son cœur battait à tout rompre contre ses côtes douloureuses. Colette essaya de poser une main réconfortante sur l'épaule affaissée de son fils, pour la première fois de sa vie. Julien rejeta ce contact d'un geste brusque et brutal. Il repoussa la main ridée avec un dégoût palpable. « Ne me touche pas », murmura-t-il d'une voix étranglée par les larmes. « C'est toi qui l'as chassée de cette maison. C'est toi qui m'as convaincu qu'elle était stérile. » La vieille femme recula, le visage blême, violemment heurté par cette accusation directe. Les masques des convenances bourgeoises venaient de voler en éclats dans ce luxueux vestibule. Le silence qui suivit fut encore plus assourdissant que le fracas du verre brisé. Elsa grimpait les marches de chêne avec une lenteur calculée et maîtrisée. Elle entendait parfaitement les murmures hargneux qui s'élevaient du rez-de-chaussée. Chaque mot échangé entre la mère et le fils était une symphonie pour ses oreilles de femme trahie. Arrivée sur le grand palier du premier étage, elle s'arrêta un instant devant la porte fermée de son ancienne chambre conjugale. La poignée en laiton terni semblait la narguer dans la pénombre du long couloir. Elle serra un peu plus fort les petites mains tièdes de ses garçons. « Maman, pourquoi le monsieur pleure en bas ?» demanda doucement Lucas en tirant sur sa manche grise. Elsa baissa les yeux vers son fils. Caressant tendrement sa joue se rebondit. Elle prit une profonde inspiration, chassant les tout derniers vestiges de sa vulnérabilité passée. Ah, ce monsieur s'est rendu compte qu'il a perdu quelque chose de très précieux, il y a bien longtemps. Mon chéri, allez, venez. Le grenier est juste en haut de ces petites marches. Les marches en chêne craquaient lugubrement sous les chaussures de créateur d'Elsa. Le grenier sentait la poussière confinée, la cire d'abeille et les bouquets de lavande séchés. C'était un véritable cimetière de souvenirs familiaux, méticuleusement triés par les mains obsessionnelles de Colette. Chaque meuble recouvert d'un drap blanc ressemblait à un fantôme du passé. Les jumeaux éternuèrent presque en même temps, frottant leurs petits nez rougis par l'air sec. « Ne touchez à rien, les garçons, vos beaux vêtements vont se salir. » Elsa balaya la vaste pièce du regard. Cherchant la pile de cartons reléguée dans le coin le plus sombre sous les combles, elle se souvenait parfaitement du jour glacial où sa belle-mère l'avait obligée à vider ses propres placards. Colette prétextait vouloir faire de la place pour une future chambre d'enfant qui tardait à venir. C'était une torture psychologique insidieuse, une lame empoisonnée qu'elle enfonçait un peu plus profondément chaque mois devant toute la famille. Elle avança vers une grande malle en plastique gris recouverte d'une épaisse couche de crasse. Le couvercle résistait lourdement, scellé par le temps et l'humidité des 5 dernières années d'abandon. Des pas sourds résonnèrent soudain dans l'escalier étroit et raide. Julien n'avait pas pu résister à l'envie irrépressible de la suivre. Incapable de respecter sa volonté jusqu'au bout, il apparut dans l'encadrement de la porte mansardée. Le souffle court, le regard totalement perdu. Ses épaules tombaient lourdement, dévoilant un homme brisé par le poids écrasant de ses propres lâchetés. « Je t'avais demandé de rester en bas, Julien. » La voix d'Elsa fendit l'air confiné du grenier comme un rasoir glacé. Elle ne leva même pas les yeux vers lui, concentrant toute son attention sur l'ouverture difficile de sa boîte. « Je devais vous voir tous les 3, murmura-t-il en s'avançant très prudemment sous les lourdes poutres apparentes. Je ne pouvais pas te laisser repartir comme ça dans le silence. Il s'arrêta net à environ 2 mètres d'elle. N'osant pas franchir la barrière invisible qu'elle avait solidement érigée, ses yeux rougis dévoraient les visages des jumeaux qui s'étaient rapidement réfugiés derrière le long manteau de leur mère. « Ils s'appellent Léo et Lucas, c'est bien ça ?» Sa voix tremblait d'une manière pitoyable, cherchant une maigre validation, un minuscule pont vers ses fils qu'il n'avait jamais tenus dans ses bras. Elsa finit par faire sauter le couvercle de la malle dans un bruit sec qui fit violemment sursauter Julien. Elle plongea ses mains agiles dans la boîte et en sortit un épais dossier médical couleur craft. Oui,
Et il porte mon nom de jeune fille, répondit-elle très sèchement. Cette précision le frappa en pleine poitrine, avec la violence d'un coup de poing. Ces enfants majestueux ne portaient pas le nom sacré des Mercier, cette grande lignée bourgeoise dont Colette était si vaniteuse. Le regard fuyant de Julien tomba sur le dossier médical qu'Elsa tenait entre ses mains parfaitement manucurées. Il reconnut immédiatement le logo bleuté de la clinique spécialisée où ils avaient subi des dizaines d'examens douloureux et humiliants. « Pourquoi es-tu venue chercher ce vieux dossier, Elsa ?» Elle dépoussiéra l'enveloppe cartonnée d'un revers lent de la main, fixant l'homme déchu qui se tenait devant elle. « Ce sont les résultats complets et définitifs de notre toute dernière batterie de tests médicaux. Ceux que ta propre mère a interceptés dans la boîte aux lettres il y a 5 ans. » Julien fronça lourdement les sourcils, l'incompréhension totale figeant les traits de son visage prématurément fatigué. « Ma maman m'a lu la lettre du docteur ce matin-là dans la cuisine. Elle disait clairement que ton traitement hormonal avait définitivement échoué. » Elsa laissa échapper un petit rire, sans aucune joie. Un son dur et sec qui ricocha contre les vieilles tuiles du toit. L'humiliation d'autrefois s'était transformée en une arme psychologique redoutable qu'elle maniait désormais avec une précision chirurgicale. Ta mère bien-aimée ne t'a lu que ce qu'elle voulait bien te lire. Mon pauvre Julien, ouvre-le. Elle lui tendit le lourd dossier avec une fermeté inébranlable. Il hésita de longues secondes, les mains moites, terrorisé dans l'âme à l'idée de découvrir un nouveau mensonge destructeur. Ses doigts tremblants saisirent le carton jauni et usé par le temps. Il en sortit lentement les feuillets imprimés et parcourut les conclusions détaillées du grand spécialiste en retenant son souffle. Le visage de Julien se vida instantanément de tout son sang, prenant une teinte grise cadavérique. Ses genoux vacillèrent si fort qu'il dut s'appuyer lourdement contre la grande commode en merisier massif pour ne pas s'effondrer. « Ce n'est pas possible », bredouilla-t-il en relisant la toute dernière ligne médicale. Les mots étaient clairs, définitifs et implacables. L'infertilité totale et irréversible ne venait absolument pas d'Elsa, mais bel et bien de lui. Maman m'en a pourtant juré sur la tombe de papa que... Il ne put terminer sa misérable phrase, la gorge violemment nouée par un sanglot douloureux, aigre et brûlant. Ta mère a protégé la précieuse virilité de son unique fils, trancha Elsa d'un ton monocorde et détaché. Elle a délibérément préféré me détruire publiquement lors des repas de famille plutôt que d'écorner l'image lisse de la parfaite dynastie Mercier. Julien laissa pitoyablement tomber les feuilles froissées sur le plancher poussiéreux. Le mythe intouchable de sa mère protectrice et bienveillante venait d'éclater en 1000 morceaux dans la pénombre de ce grenier étouffant. Mais alors, comment? Son regard désespéré, humide de larmes, glissa vers Léo et Lucas, cherchant désespérément à comprendre l'impossible miracle biologique qui se tenait devant lui. Elsa s'agenouilla près de ces jeunes garçons et réajusta le col de leurs petites vestes en velours avec une tendresse infinie. La médecine moderne fait de véritables miracles avec un donneur anonyme bien choisi. Julien, j'ai utilisé l'argent de mon premier vrai salaire de directrice pour m'offrir ce bonheur inestimable dans une clinique étrangère. La vérité brute venait de s'abattre sur lui avec la violence terrible d'un coup de massue en plein visage. Ces enfants sublimes qui possédaient ironiquement les mêmes traits fins que la famille Mercier par un simple caprice du hasard, n'avaient absolument rien de lui biologiquement. Il n'était pas le père malheureux et fuyant de 2 garçons magnifiques. Il n'était strictement rien du tout. L'humiliation silencieuse et poisseuse l'envahit. Totale, étouffante, empoisonnant instantanément jusqu'à la dernière de ses cellules. Il avait laissé partir la seule et unique femme qu'il aimait sincèrement pour un mensonge honteux, et la vie s'était chargée de la récompenser sans lui. « Je suis aussi venue chercher ceci », ajouta Elsa en tirant un tout autre objet du fond du carton en plastique. C'était une petite boîte à musique en bois sculpté et usé. Un souvenir inestimable de sa propre grand-mère maternelle. Colette la lui avait arrachée des mains un soir de réveillon, hurlant que cette babiole de pauvre jurait honteusement avec la luxueuse décoration du grand salon.
Elsa glissa l'objet précieux et symbolique dans son grand sac en cuir noir. Elle referma le couvercle de la boîte grise d'un coup sec et définitif, signant majestueusement la fin de son pèlerinage douloureux. « Ah, nous avons terminé ce que nous avions à faire ici », annonça-t-elle en se relevant avec une dignité glaciale. Elle prit fermement la main de ses 2 fils silencieux et se dirigea vers la porte mansardée sans se retourner. Julien restait totalement pétrifié au beau milieu du grenier, les yeux grands ouverts, rivés sur le cruel rapport médical étalé à ses pieds. « Elsa, je t'en supplie, pardonne-moi ». Sa voix n'était plus qu'un misérable murmure. Une longue plainte pitoyable de chien battu résonnant tristement dans le vide de la charpente. Elle s'arrêta un bref instant sur le pas de la porte et tourna la tête vers lui pour une toute dernière fois. Son beau visage clair ne trahissait aucune colère, aucune rancœur, juste une immense et terrible pitié. Le pardon est un luxe magnifique que je ne peux vraiment plus m'offrir. Julien, garde plutôt tes précieuses larmes pour ta mère, car elle va en avoir cruellement besoin quand tu descendras ces escaliers. Elle commença sa descente prudente, le bruit sec de ses hauts talons martelant le bois ancien dans un rythme régulier, fort et triomphant. Julien resta seul dans le grenier obscur, littéralement enseveli sous la poussière de ses innombrables mensonges familiaux. Les pas réguliers d'Elsa résonnèrent une dernière fois sur la dernière marche de l'escalier majestueux. Elle tenait toujours fermement les petites mains de Léo et Lucas. Colette trônait au centre du vestibule, le dos raide comme un piquet. Ses mains nerveuses lissaient inlassablement le tissu de sa jupe en tweed gris. La vieille femme fixa Elsa avec un mélange de haine farouche et de peur viscérale. Elle cherchait désespérément à lire le résultat de l'affrontement sur le visage de son ancienne belle-fille. Mais le visage d'Elsa demeurait un masque d'une sérénité absolue et impénétrable. Elle ne lui accorda pas même un regard, l'ignorant avec la superbe d'une reine traversant ses propres terres. Le sillage de son parfum coûteux flotta dans l'air, remplaçant la vieille odeur de cire d'abeille. C'était l'arôme poudré d'une femme libre, d'une femme qui avait largement survécu à la méchanceté bourgeoise. « Au revoir, madame », lança innocemment le petit Lucas en passant tout près d'elle. Cette politesse enfantine, prononcée avec la douce voix de son propre fils perdu, frappa Colette en plein cœur. Elle chancela légèrement sur ses escarpins noirs, obligée de s'appuyer contre la lourde console en acajou. La lourde porte d'entrée s'ouvrit, puis se referma dans un claquement sourd et tout à fait définitif. Quelques secondes plus tard, le moteur puissant d'une berline allemande vrombit dans la cour gravillonnée. Le bruit des gros pneus fuyant sur les cailloux blancs signa la fin irrévocable d'une époque familiale. Colette se retrouva seule dans le silence glacial de sa grande demeure, soudain beaucoup trop vaste. Ce silence pesant fut soudain rompu par des bruits de pas lourds, traînants et irréguliers. Julien descendait les marches en chaîne avec la lenteur douloureuse d'un condamné à mort. Il tenait dans sa main droite le fameux dossier médical jauni par les 5 longues années écoulées. Ses phalanges étaient devenues toutes blanches tant il serrait le carton avec une force désespérée. Colette redressa instantanément le menton, reprenant presque instinctivement sa posture de matriarche autoritaire et hautaine. Elle tenta d'afficher son grand sourire faussement rassurant, celui qu'elle utilisait depuis 35 ans pour le manipuler. « Mon chéri, cette folle insolente est enfin partie. Viens vite prendre un thé chaud dans le petit salon avec ta mère. » Julien s'arrêta sur l'avant-dernière marche, dominant la vieille femme de toute sa grande taille. Son visage était totalement ravagé, ses traits tirés par un épuisement soudain et d'une intensité inouïe. Il ne la regardait plus avec le respect craintif et aveugle d'un fils docile et obéissant. Ses yeux sombres n'exprimaient plus qu'un dégoût profond, pur et littéralement insoutenable à regarder. « Pourquoi as-tu fait une chose pareille ?» Sa voix n'était qu'un murmure rocailleux, mais elle résonna violemment contre les hauts murs tapissés de soie mordorée. Il laissa lentement tomber les feuilles médicales froissées au pied de sa mère. Colette baissa prudemment les yeux vers le logo bleu vif de la clinique spécialisée parisienne. Le sang quitta brutalement son visage fardé, laissant place à une pâleur de cire terrifiante.
Elle comprit immédiatement que son plus grand secret, si patiemment gardé pendant 60 longs mois, venait d'être dévoilé au grand jour. Mais son orgueil démesuré et maladif l'empêcha de s'avouer vaincue tout de suite. « C'est un faux grossier !» balbutia-t-elle en reculant d'un pas maladroit vers le grand miroir. « Cette misérable fille a toujours été une manipulatrice. Elle a fabriqué ces faux documents pour te briser le cœur. » Julien descendit l'ultime marche et s'avança lentement vers elle, piétinant les rapports cliniques au passage. Il s'arrêta à quelques centimètres, à peine de son visage vieillissant et soudain terrifié. « Ne mens plus jamais, maman !» Le ton neutre et dramatiquement dénué d'émotion de Julien fut bien plus effrayant que les hurlements qu'elle redoutait. Il n'y avait plus une seule once d'amour dans sa voix, plus la moindre trace d'affection ou de respect filial. Tu as volé ce courrier confidentiel dans notre boîte aux lettres un matin froid de novembre. Tu l'as lu, tu as vu noir sur blanc que ton propre sang était défaillant, et tu as décidé de détruire ma femme à ma place. Colette voulut lever la main droite pour toucher la joue mal rasée de son unique enfant, tentant un contact physique apaisant. Mais il repoussa violemment son bras maigre d'un revers sec de la main. Ce geste de rejet brutal et inédit lui arracha un petit cri de douleur aiguë et étouffé. Jamais son garçon n'avait osé lever la main sur elle, même pour se défendre. « Je l'ai fait uniquement pour toi. »« Julien, » gémit-elle soudain d'une voix chevrotante et pitoyable, « pour te protéger de la honte terrible et infamante qui frappe les hommes infertiles dans notre cercle. Tu l'as fait pour toi et uniquement pour toi. » Les mots implacables claquèrent dans l'air froid de l'entrée avec la violence inouïe d'une gifle monumentale. Julien ne sciait pas, transperçant l'âme noire et égoïste de sa mère de son regard devenu polaire. « Tu l'as fait parce que tu ne supportais pas l'idée insoutenable que les grands Mercier puissent avoir une telle faille biologique. Tu préférais chasser une jeune femme douce et innocente plutôt que de voir tes amies bourgeoises murmurer dans ton dos à la sortie de la messe. » La vieille dame s'effondra littéralement sur la petite chaise Louis XVI installée près de la double porte. Elle enfouit son visage ridé dans ses mains, ornées de bagues en or, tentant bruyamment de pleurer pour susciter sa pitié habituelle. Mais les larmes sèches et totalement forcées de Colette ne provoquèrent plus aucune réaction de compassion chez son fils. Il resta debout, droit comme un bloc de marbre, observant ce misérable spectacle avec un détachement chirurgical. « Tu m'as lâchement volé ma femme, » reprit Julien en se tournant lentement vers le grand miroir doré du vestibule. « Tu m'as surtout volé l'unique chance de devenir un père aimant par d'autres moyens. » Il regarda son propre reflet minable dans la glace ancienne, constatant avec une horreur absolue à quel point il ressemblait à cette mère destructrice. Il passa une main nerveuse et tremblante dans ses cheveux, poivre et sel. « Je t'interdis formellement de me parler sur ce ton dans ma propre maison. » Finit par cracher Colette, son naturel arrogant reprenant brutalement le dessus. « Tu es sous mon toit. Et n'oublie jamais qui paie tes énormes dettes de jeu depuis plus de 5 ans. C'était son arme fatale et habituelle, le terrible poison financier qu'elle distillait à chaque fois qu'il osait vaguement la contredire. Mais en ce dimanche d'automne, le chantage malsain ne fonctionnait absolument plus sur lui. Julien sourit amèrement, glissa la main dans la poche de son pantalon en velours et en sortit un lourd trousseau de clés argentées. Il le laissa glisser de ses doigts avec une lenteur dramatique et totalement calculée. Le métal heurta violemment le sol en marbre dans un fracas métallique qui résonna lugubrement dans toute la demeure silencieuse. C'étaient les clés de la somptueuse maison familiale, celle de son grand bureau de notaire et celle de sa prison dorée. Garde tout ton argent, ton illustre nom et ton honneur de façade. Maman. Colette fixa le trousseau de clés brillant, gisant près des débris de cristal, avec une incompréhension totale et effarée. Ses doigts crochus se crispèrent, à s'en briser les jointures sur les accoudoirs en bois sculptés de sa chaise en velours rouge. « C'est que fais-tu de si stupide, Julien ? Tu ne vas tout de même pas me laisser seule ici pour cette petite bonne à rien qui vient de te narguer ? Elle n'est plus du tout là. Maman, elle est loin.
très loin de nous, et elle est infiniment plus heureuse, forte et accomplie que nous ne le serons jamais. Il enfila très lentement sa lourde veste de costume sombre, prenant tout son temps pour boutonner parfaitement chaque bouton en corne. Ses gestes minutieux étaient d'une fluidité nouvelle, soudainement libéré du poids invisible qui l'écrasait depuis son enfance. Je pars d'ici ce soir même, sans aucune valise, et je te jure sur ma vie que je ne reviendrai jamais. Ces mots simples, froids et définitifs, s'abattirent sur la vieille femme comme une véritable sentence de mort immédiate. Son monde parfaitement réglé, bâti uniquement sur le contrôle absolu et le mépris viscéral des autres, s'effondrait irrémédiablement sous ses yeux. Elle tenta de se lever précipitamment, d'ouvrir la bouche pour hurler, pour ordonner d'une voix de fer, pour le supplier à genoux, mais sa voix s'étrangla misérablement dans sa gorge asséchée, totalement paralysée par la détermination terrifiante de son fils. Julien se dirigea d'un pas ferme vers la lourde porte en chêne massif et posa la main sur la large poignée en laiton froid. Il ne lui jeta pas un seul dernier regard, ne lui accorda pas une ultime seconde d'adieu ou de compassion. La lourde porte s'ouvrit largement, laissant entrer un souffle de vent glacé de fin de journée, puis se referma sans le moindre éclat de voix. Le clic sec de la serrure automatique résonna dans le grand hall d'entrée comme un redoutable coup de fusil. C'était le point final et irréversible d'une dynastie rongée par le mensonge et l'arrogance d'une seule femme. La vieille mère sentit ses jambes flancher sous le poids soudain de sa solitude effroyable. Elle glissa lentement de sa luxueuse chaise pour finir à genoux sur le marbre froid. Pile à l'endroit où son fils pleurait quelques minutes plus tôt, ses mains tremblantes frôlèrent les minuscules éclats de la flûte en cristal brisée au tout début de l'après-midi. Une pointe acérée entailla superficiellement la peau très fine de son index, faisant perler une infime goutte de sang rouge vif. Elle regarda cette minuscule blessure avec une fascination morbide et lointaine. La douleur physique n'était absolument rien, comparée à la morsure glaciale de l'abandon définitif qui lui dévorait déjà les entrailles. Dehors, la nuit commençait tout juste à tomber sur le vaste domaine silencieux des Merciers, enveloppant la grande maison vide de ses ombres menaçantes. Plus personne ne viendrait jamais allumer les lourds lustres en cristal du grand salon. Elsa roulait sur l'autoroute plongée dans une obscurité épaisse et enveloppante. Le silence majestueux dans l'habitacle contrastait violemment avec la tempête familiale qu'elle venait de déclencher. Dans le rétroviseur central, elle observait attentivement les visages ronds et endormis de ses deux jeunes fils. Leurs petites poitrines se soulevaient au rythme lent et rassurant de leur respiration paisible. Elle desserra enfin son étreinte nerveuse sur le volant en cuir noir de sa luxueuse berline. La tension empoisonnée, accumulée pendant ces 5 longues années de doute, s'évaporait lentement par les pores de sa peau, à des dizaines de kilomètres derrière elle. Julien marchait sans aucun but sur le bord d'une route départementale mal éclairée. Ses chaussures italiennes en cuir fin n'étaient absolument pas faites pour fouler le gravier sale et tranchant des bas-côtés. Le vent glacial de cette soirée de novembre s'infiltrait vicieusement sous sa veste de costume sombre. Il frissonnait de froid de la tête aux pieds, mais la véritable brûlure se trouvait à l'intérieur de sa poitrine déchirée. Il n'avait pris ni son téléphone portable, ni son portefeuille en cuir verni avant de fuir précipitamment. Il était parti les mains totalement vides, se dépouillant volontairement de l'héritage financier et moral des Merciers. Une voiture passa à très vive allure, projetant une gerbe d'eau boueuse sur le bas de son pantalon, autrefois très élégant. Il ne fit même pas le moindre petit geste naturel pour s'essuyer ou reculer d'un pas. L'humiliation brûlante d'être devenu un misérable vagabond en l'espace de quelques heures le percuta de plein fouet. Lui, le brillant notaire respecté par tous les notables de la région, n'était plus qu'une ombre errante dans la nuit noire. Julien repensa soudain au regard lointain et plein de pitié que son ex-femme lui avait jeté dans le grenier poussiéreux. Cette pitié glaçante et détachée était 1000 fois plus destructrice que la haine la plus féroce et bruyante. Pendant ce temps,
La berline silencieuse d'Elsa glissa avec une grâce infinie sur le grand parking d'un hôtel prestigieux de la côte. Un voiturier en uniforme impeccable s'approcha immédiatement pour lui ouvrir la lourde portière avec un grand respect. « Bonsoir, madame. Avez-vous besoin d'aide pour porter vos bagages jusqu'à la réception du hall ?» demanda poliment le jeune homme en s'inclinant légèrement. « Ah, non, je vous remercie. Nous ne restons qu'une seule petite nuit. » répondit Elsa avec une douceur naturelle et apaisante. Elle réveilla doucement ses enfants en s'ensommeiller et les guida vers le hall majestueux, illuminé par d'immenses lustres de cristal étincelant. La chaleur bienveillante et très parfumée du lieu les enveloppa instantanément, comme une couverture douce et réconfortante. La réceptionniste, à l'allure stricte, lui tendit la clé magnétique de la plus belle suite de l'établissement, avec un sourire purement professionnel. Elsa régla le prix exorbitant de la vase-chambre, sans même vérifier le montant à 3 chiffres affiché sur le petit terminal de paiement. Arrivée dans la chambre somptueuse et lourdement moquetée, elle aida ses jeunes garçons à enfiler leurs pyjamas en coton épais. Ils s'endormirent en quelques minutes, seulement dans le lit immense recouvert de draps, soyeux et frais. Elsa se dirigea silencieusement vers la grande baie vitrée, offrant une vue imprenable sur l'océan obscur et déchaîné. Elle ouvrit la fermeture dorée de son sac de voyage et en sortit la petite boîte à musique en bois usé et abîmé. Elle tourna délicatement la manivelle rouillée avec le bout de ses doigts, parfaitement manucurée. Les premières notes cristallines d'une ancienne berceuse résonnèrent doucement dans le grand silence feutré de la suite luxueuse. Une unique larme salée roula lentement le long de sa joue droite, trahissant un mélange très complexe de soulagement immense et de tristesse profondément enfouie. C'était la toute dernière fois de sa vie qu'elle pleurait pour cette famille cruelle qu'il avait tant méprisée et humiliée pendant son mariage. Julien, totalement épuisé et à bout de force, finit par s'asseoir lourdement sur un banc en bois rendu humide par la brume nocturne. Ce siège rudimentaire et inconfortable marquait tristement l'entrée d'un petit village endormi et désertique. Le haut clocher de la vieille église en pierre sonna lentement 10 coups sourds qui déchirèrent la nuit noire. Chaque tintement lugubre lui rappelait avec une précision chirurgicale le temps précieux et irremplaçable qu'il avait misérablement gâché aux côtés de sa mère possessive. Il fouilla machinalement dans la poche intérieure de sa veste complètement trempée et sentit un minuscule bout de carton froissé. Ses doigts rougis et engourdis par le froid cuisant en extirpèrent la petite carte de visite d'Elsa. Il l'avait ramassée très discrètement sur la petite table en acajou de l'entrée, juste avant de claquer la porte de sa prison dorée. Il plissa longuement les yeux pour déchiffrer les belles lettres sous la faible lueur jaune d'un vieux réverbère tremblotant. Le nom de jeune fille de son ancienne épouse était fièrement imprimé, suivi de son titre impressionnant de directrice générale. Elle régnait sans le moindre partage sur un véritable empire immobilier de luxe, pendant qu'il grelottait misérablement sur des planches pourries. L'envie folle et pathétique de l'appeler sur le champ pour la supplier de l'aider le traversa brièvement l'esprit brumeux. Mais il réalisa avec une amertume terrible et rance qu'il ne méritait absolument plus aucune attention bienveillante de sa part. Il approcha la petite carte rigide de ses lèvres, terriblement gercées, et y déposa un long baiser désespéré et humide. C'était son tout dernier lien avec la vie de couple heureuse qu'il avait lui-même piétinée avec une lâcheté impardonnable. Le vent d'automne redoubla soudain de violence inouïe, lui arrachant brutalement le petit rectangle de papier de ses mains glacées. La carte s'envola rapidement dans l'obscurité la plus totale, tourbillonnant comme une feuille morte avant de disparaître à tout jamais dans les hautes herbes mouillées. Julien tenta désespérément de se lever pour la rattraper, mais ses 2 genoux fragiles cédèrent misérablement sous son propre poids. Il tomba lourdement à 4 pattes dans la boue froide et nauséabonde du large bas-côté de la route. Il resta ainsi, définitivement vaincu et brisé de l'intérieur, fixant le néant absolu qui constituait désormais tout son misérable avenir. La chute de son piédestal bourgeois était vertigineuse, cruelle et totalement irrémédiable. Colette,
de son côté, errait comme une véritable âme en peine dans les immenses couloirs totalement déserts de sa vaste propriété familiale. Elle n'avait même pas pris la peine d'allumer les lourds lustres brillants, se mouvant maladroitement dans une pénombre terrifiante et angoissante. Le grand silence de la bâtisse historique était devenu subitement insupportable, presque oppressant pour la vieille dame affaiblie par les récents événements. La maison majestueuse résonnait désormais de manière lugubre, prenant brutalement des airs de gigantesques tombeaux en pierre de taille. Elle serrait convulsivement un très vieux portrait encadré de son fils adoré contre sa poitrine plate et douloureuse. Le verre fin de l'épais cadre en argent massif lui glaçait cruellement la peau à travers son léger chemisier en soie froissée. L'orgueil démesuré et féroce qu'il avait toujours maintenu droite venait de se fracasser brutalement contre la réalité pure et implacable. Elle comprenait enfin, dans cette solitude effrayante et définitive, que son nom prestigieux ne la sauverait jamais du mépris viscéral de son unique enfant. Ses jambes vieillies tremblèrent si fort qu'elle dut s'asseoir très lourdement sur la dernière marche du grand escalier de chêne clair. Elle posa son front fiévreux et perlant de sueur contre la rampe richement vernie. Elle laissa soudainement échapper un long gémissement rauque de bête blessée qui se perdit misérablement dans l'obscurité totale du premier étage. Ce hurlement pathétique et étouffé ne trouva absolument aucun écho chaleureux ni bienveillant. Personne ne viendrait jamais la consoler, lui parler doucement ou lui apporter une simple tasse de tisane bien chaude avant le coucher. Ses illustres et nobles ancêtres, dont les portraits sévères ornaient les hauts murs tapissés de soie mordorée, la contemplaient avec une indifférence de marbre. La vieille femme baissa lentement les yeux rougis vers sa main droite et remarqua la minuscule coupure rouge vif sur son index ridé. Le sang avait complètement séché, formant une toute petite croûte sombre qui symbolisait à merveille la fin pitoyable de la grande lignée des Mercier. Le froid s'insinuait avec une lenteur calculée dans ces vieux os extrêmement fragiles, annonçant la première nuit d'une infinie série de soirées désespérément solitaires. Elle avait absolument tout sacrifié, menti et détruit pour préserver l'image impeccable d'une famille parfaite devant les autres bourgeois. Elle se retrouvait, au grand final, toute seule, dans le noir complet, assise sur des marches glacées, avec seulement de vieilles cendres froides glissant lentement entre ses doigts noueux. Le soleil matinal inonda la suite luxueuse de l'hôtel de ses rayons chauds et dorés. Elsa ouvrit lentement les yeux, bercée par le bruit régulier et apaisant des vagues se brisant sur le sable fin de la côte. Elle tourna la tête vers l'immense lit recouvert de draps en soie blanche, où Léo et Lucas dormaient encore profondément. C'était le tout premier matin du reste de sa nouvelle vie de femme totalement libre. Elle se leva en silence et prépara 2 tasses de chocolat chaud, fumant sur le grand comptoir en marbre clair. L'arôme sucré et réconfortant du cacao envahit la pièce lumineuse, chassant définitivement les derniers fantômes oppressants du vieux domaine des Mercier. Ses doigts effleurèrent le bord de la tasse en porcelaine fine, savourant la douce chaleur qui irradiait à travers la céramique. Elle repensa une toute dernière fois au regard anéanti de son ancien mari dans la pénombre poussiéreuse du grenier. Cette image, autrefois source d'une immense douleur déchirante, ne provoquait plus en elle qu'une lointaine indifférence polaire. Elle avait enfin tourné la page la plus sombre et la plus humiliante de son existence de femme bafouée. Les 2 petits garçons s'étirèrent doucement sous les couvertures légères, frottant leurs yeux verts avec de minuscules poings fermés. Leurs rires cristallins et innocents remplirent très vite l'espace immense de la chambre d'hôtel haut de gamme. Elsa les aida patiemment à enfiler leurs petits manteaux de laine épaisse et boutonna soigneusement chaque bouton en corne sombre. Elle régla ensuite la facture de 450 € à la réception du rez-de-chaussée, utilisant sa carte de crédit professionnelle avec une élégante fierté. « Au revoir, madame. Passez une excellente journée sur notre belle côte. Je vous remercie. À très bientôt. » La lourde porte en verre tournante laissa place à l'air vif et salé de l'océan Atlantique. Elsa respira à plein poumon,
laissant le grand vent marin emporter les ultimes vestiges de sa rancœur accumulée. Pendant ce temps, à une bonne centaine de kilomètres de là, Julien ouvrit péniblement des yeux lourdement bouffis par le froid mordant. Il avait passé la longue nuit d'automne recroquevillé sous un minuscule abribus en tôle rouillée. Ses membres raidis par le gel matinal le faisaient horriblement souffrir à la moindre tentative de mouvement. Il se redressa misérablement sur ses jambes, engourdi, lissant d'une main tremblante son cher pantalon de costume désormais maculé de boue séchée. Un petit vent glacial balayait la longue route départementale, totalement déserte et tristement bordée de champs nus. Il fouilla machinalement ses poches vides, espérant secrètement y trouver une simple pièce de monnaie, oubliée dans une doublure. Mais il n'avait pas le moindre sentiment poche pour s'acheter un misérable café chaud à la première boulangerie venue. L'homme, autrefois si fier, si arrogant et si sûr de son statut bourgeois, se mit en marche le long du macadam noir et humide. Chaque pas lourd et douloureux lui rappelait l'étendue vertigineuse de sa propre chute sociale. Il ne retournerait jamais au grand cabinet notarial où il avait bâti la totalité de sa brillante carrière professionnelle. Ses riches clients, ses nombreux associés et ses prétendus amis allaient très bientôt découvrir son immense naufrage financier et personnel. L'humiliation publique serait absolue, dévastatrice et véritablement insurmontable pour un homme habitué aux courbettes hypocrites de la haute société. Dans le hall monumental et glacial de la grande demeure familiale, Colette fut soudainement réveillée par la sonnerie perçante de la vieille horloge comtoise. Il était exactement 9 heures du matin. Elle était restée assise et totalement prostrée sur la toute première marche de l'escalier durant les 10 longues heures de la nuit noire. Ses vieilles articulations usées par le temps refusaient obstinément de la porter, la clouant pitoyablement au sol en marbre froid. Le grand silence oppressant de la vaste bâtisse historique résonnait dans ses oreilles comme un terrible avertissement de fin de vie. Elle chercha le lourd trousseau de clés argentées du regard, mais il reposait toujours près des minuscules éclats de cristal brisé de la veille. Ces simples clés en métal brillant symbolisaient tragiquement l'abandon définitif de son unique enfant. Colette ferma fortement les paupières, écrasée physiquement et mentalement par le poids insoutenable de sa propre méchanceté destructrice. Le château de mensonges honteux qu'elle avait si patiemment construit au fil des décennies venait de s'effondrer sur elle. Elle était désormais livrée à elle-même, prisonnière de ses propres murs chargés de tapisseries précieuses et de lourds secrets inavouables. Absolument personne ne viendrait jamais ouvrir la grande porte en chêne massif pour lui apporter le moindre réconfort humain ou un simple verre d'eau. À plusieurs heures de route de ce désastre familial, Elsa marchait pieds nus sur la longue plage de sable clair. Elle tenait fermement ses 2 garçons par la main, tout en écoutant le cri lointain des mouettes grises. Le vent marin soulevait doucement ses longs cheveux bruns dans une danse joyeuse, naturelle et infiniment légère. Léo ramassa un gros coquillage nacré et l'offrit fièrement à sa mère avec un immense sourire radieux qui illuminait son petit visage. Elle le glissa très précieusement dans la poche de son élégant manteau, comme s'il s'agissait du plus rare des diamants bruts. « Maman, on rentre à la maison maintenant ?»« Oui, mon chéri, nous rentrons chez nous. » Le mot « maison » résonna avec une douceur infinie et apaisante dans l'air pur de la belle matinée ensoleillée. Leur véritable foyer n'était plus une sombre prison étouffante, dirigée par une belle-mère toxique et une famille rongée par les apparences. C'était un espace lumineux, rempli d'éclats de rire sincères, de chaleur humaine réconfortante et d'un amour véritablement inconditionnel. Elsa regarda l'horizon bleuté de l'océan, savourant pleinement cette vengeance silencieuse, élégante et dénuée de la moindre goutte de haine. Elle avait largement gagné la plus importante bataille de sa vie sans jamais lever la moindre main sur ses propres tortionnaires. Le karma et la vérité éclatante s'étaient chargés de punir les bourreaux avec une justice d'une précision absolument chirurgicale. Chers auditeurs de la chaîne, l'écho du karma. C'est ainsi que s'achève ce long drame familial fait de silence pesant,
de trahison et de grandes révélations. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir suivi le parcours douloureux, mais finalement si victorieux, de notre résiliente héroïne. N'oubliez jamais que la vérité possède une force silencieuse inarrêtable qui finit systématiquement par triompher face à la vanité et à la manipulation. Prenez très grand soin de vous, écoutez toujours votre intuition et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une toute nouvelle histoire captivante sur votre chaîne préférée.